À la une de cette édition, Antonio Guterres poursuit sa tournée en Ukraine. Le patron de l'ONU est à Odessa, port qui permet l'exportation des céréales ukrainiennes. Objectif, accélérer le rythme. On en parle avec Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS. A tout de suite. À la une également, la vigilance orange levée en Corse. Les intempéries y ont fait 5 morts. L'état de catastrophe naturelle pourrait y être décrété dans les prochaines heures. Et puis à chaque jour, sa grève au Royaume-Uni après les cheminots hier. C'est au tour des conducteurs de bus et de métro londoniens de débrayer, du jamais vu depuis 30 ans. Voilà donc pour les titres. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de France 24. Si vous nous rejoignez, Antonio Guterres est donc toujours en Ukraine. Après le Lviv, hier dans l'Ouest, où il a rencontré les présidents turcs et ukrainiens, le secrétaire général des Nations Unies est donc à Odessa, dans le sud, un port clé pour l'exportation des céréales. Des exportations qui ont repris depuis le 1er août, mais à un rythme faible, dirons-nous. Le patron onusien veut donc intensifier la cadence. Pour aller plus en profondeur, nous sommes en ligne avec Sébastien Abyss. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes également l'auteur de Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale. C'est paru en 2015 aux éditions Armand Collin. Antonio Guterres, je le disais, est donc dans le sud à Odessa. L'objectif est pour le moins ambitieux, accélérer le rythme. Que peut obtenir aujourd'hui le patron de l'ONU ? Je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que d'abord le secrétaire général de l'ONU joue sa mission classique de rechercher le maximum de stabilité sur la planète et d'éviter les risques d'insécurité. Il est préoccupé par la sécurité nucléaire à Zaporijjia, il est préoccupé par la sécurité alimentaire mondiale. C'est un sujet qui l'obsède beaucoup depuis le début de son mandat et bien avant le début du conflit en Ukraine. Il avait été très dynamique sur le discours à l'international de la coopération en termes de sécurité alimentaire. Et c'est vrai que depuis 6 mois maintenant, ce conflit en Ukraine intensifie les risques alimentaires et de désordre de commerce agricole dans le monde. Et donc il a pris cette initiative très ambitieuse de rechercher un mécanisme d'accord un peu multilatéral grâce à la Turquie qui joue un rôle pivot et en essayant de mettre un minimum de coordination agrologistique en mer Noire. C'est une percée diplomatique, la première, la seule à ce stade depuis le début du conflit, même si les Russes et les Ukrainiens n'ont pas discuté directement ensemble et n'ont pas signé le même document. Mais depuis le 22 juillet, il y a une reprise lente, insuffisante, insatisfaisante du trafic maritime depuis la mer Noire et qui permet à l'Ukraine de reprendre un peu l'exportation de grains par la mer. Même si je crois qu'il faut surtout souligner que depuis 3-4 mois, les grains ukrainiens qui sortent massivement sortent surtout par la voie ferroviaire et terrestre grâce à l'initiative des corridors de solidarité que l'Union européenne a mis en place dès le printemps dernier. Alors on rappelle que les Russes ne sont pas présents autour de la table, ni hier ni aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un objectif chiffré pour l'ONU en termes de navires, en termes de tonnes de blé exportées ? On sait que l'accord passé en juillet souhaitait augmenter significativement la cadence pour faire en sorte que d'ici l'automne, la récolte 2021, qui n'avait pas été intégralement exportée par l'Ukraine, puisse être, dans la mesure du possible, libérée et sortir avant le remplissage des zones de stockage avec la récolte 2022 en maïs et en blé qui va être certes dégradée parce que la guerre continue de sévir et frappe l'Ukraine depuis 6 mois, mais on va avoir une production céréalière importante en Ukraine, certes diminuée de 40 à 50% selon les estimations, mais tout ça va s'additionner à ce qui n'était pas sorti lors des 6 derniers mois, et donc il faut augmenter la cadence. Ça veut dire beaucoup de bateaux qui doivent arriver vers Odessa, Tchernomorsk, Pivdeni, idéalement même Mykolaïv, parce que c'est un port important dans l'expédition de grains ukrainiens. Il faut se réjouir de certains montages techniques ces derniers jours, notamment assurantiels, qui permettent de couvrir davantage les risques dans la circulation maritime en mer Noire et d'accessibilité aux ports ukrainiens. La Lloyds, basée à Londres, qui gère un peu les grandes couvertures assurantielles, a mis en place un mécanisme de solidarité avec les autorités ukrainiennes qui est important. Et là aussi, le secrétaire général de l'ONU a joué sa partition. Donc on a une cadence qui doit s'amplifier et en même temps rester vigilant parce que la guerre n'est pas finie et donc espérer que la Russie ne bombarde pas ces zones portuaires agrologistiques ou n'attaque pas non plus cette zone à Odessa qui est, on le sait, un vieux rêve de convoitise depuis Moscou.
Alors le FMI alerte depuis plusieurs mois sur le risque de grogne sociale justement dans ces pays touchés par ces pénuries de céréales. Il faut donc bien prendre conscience que le risque n'est pas uniquement alimentaire, il est aussi politique, presque sécuritaire. Oui, absolument, parce que quand la nourriture vient à manquer en volume, on parle de gros volumes de grains, là, les céréales, c'est la moitié des calories consommées dans le monde. Donc, c'est difficile quand un grand grenier producteur-exportateur comme l'Ukraine fait défaut. Il y a immédiatement des secousses sur les marchés. Les marchés étaient déjà extrêmement nerveux en raison de la pandémie de Covid. Et vous avez donc des pays qui dépendent pour beaucoup de la scène internationale dans leur approvisionnement alimentaire parce que leurs productions à domicile ne sont pas suffisantes pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, pour des raisons géographiques ou d'instabilité. Et donc ces pays ont besoin du commerce international pour compléter leur production nationale. Quand tout cela se combine très mal, évidemment, vous avez des risques sociaux qui s'amplifient parce qu'il y a un invariant en géopolitique, c'est que des populations sont très vite nerveuses, insatisfaites et colériques quand précisément les estomacs se creusent et qu'il n'y a plus rien à espérer d'autre que de vouloir retrouver de la nourriture. L'insécurité alimentaire mondiale, avant la guerre en Ukraine, c'était plus de 2 milliards de personnes concernées, chiffre onusien. Et là aussi, Antonio Guterres n'a eu de cesse de le rappeler ces derniers mois. On a un problème de faim, mais on a un problème d'insécurité alimentaire par un manque de volume et de qualité de produits pour un certain nombre de nations dans le monde. Et il ne faut jamais perdre de vue que c'est une des bases de la paix sur cette planète. Merci Sébastien Habis d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous. Sur le terrain, la contre-offensive de Kiev se poursuit depuis une semaine environ, notamment dans le sud de la Crimée, ce territoire annexé par le Kremlin en 2014. Sur place, une base militaire russe a été endommagée par les Ukrainiens. Explosion entendue près des villes de Kerch et de Sébastopol. Les précisions de Mélina Huette, elle est notre envoyée spéciale à Kiev. Cette péninsule annexée en 2014 est la cible de nombreuses frappes depuis un peu plus d'une semaine, alors qu'elle n'avait jamais été visée directement par les Ukrainiens depuis 2014. Donc plusieurs frappes ont été recensées cette nuit à deux endroits très stratégiques. Tout d'abord à Kerch et à Sébastopol. Alors pour recontextualiser un petit peu, Kerch c'est totalement à l'est de la Crimée, de cette péninsule. Et si les Ukrainiens frappent bien cet endroit, car ils ne revendiquent jamais les frappes, mais qui d'autre pour tenter d'attaquer la Crimée, qui est donc une base arrière de la Russie qui sert à réapprovisionner ses troupes dans le sud de l'Ukraine qu'elle occupe pour le moment, eh bien, le pont de Kerch, s'il est frappé et s'il est visé en tout cas, c'est pour deux raisons. La première, elle est évidemment stratégique. C'est un pont de 18 km de long qui est le seul qui relie l'Ukraine à la Russie et qui donc permet d'approvisionner les forces russes dans le sud de l'Ukraine via la Crimée. Le deuxième point, c'est qu'il est très symbolique ce pont, puisque pendant des années, l'Ukraine et la Russie avaient tenté conjointement d'en créer un, notamment sous Medvedev. Et puis il y a eu 2014 et la guerre est passée par là. Alors Poutine a décidé de relancer la construction de ce pont et il l'a inauguré en grande pompe en 2018, histoire de marquer le territoire, d'expliquer que la Crimée était bel et bien à lui. Et donc le deuxième endroit, donc ça c'est la première partie des frappes qui ont été recensées cette nuit, et la deuxième partie c'est à Sébastopol. En réalité c'est pas vraiment Sébastopol qui est visé, c'est plutôt l'aérodrome de Belbek, le plus gros de la Crimée, qui a été frappé déjà il y a 3 semaines par les Ukrainiens a priori, et qui a empêché une parade militaire de l'armée russe. Mais c'est surtout un aérodrome, donc il y a potentiellement un intérêt militaire à frapper cette base-là. Il faut savoir que les Ukrainiens affirment que depuis quelques jours, les Russes ont rapatrié plus de 24 avions et 12 hélicoptères de combat depuis la Crimée jusqu'à la Russie, on ne sait pas exactement où. Donc cette pression constante de l'Ukraine sur la Russie semble fonctionner, en tout cas, puisque les troupes russes commencent à tout le moins à s'angoisser de l'idée de frappes répétées sur cette péninsule. Côté russe, cette fois, les bombardements contre les populations civiles ukrainiennes se poursuivent, notamment dans la deuxième ville du pays, Kharkiv. On compte 6 nouveaux morts. Une attaque cynique, selon les mots du président Zelensky. Il promet des représailles. Le point avec Léo Péchard et Erin Ogunkeye. Ces habitants de Kharkiv ont tout perdu. Leur appartement est en ruine après ce dernier bombardement. Je vivais ici avec ma famille, ma femme et mes 2 enfants, dont un handicapé de 7 ans. Ça, c'était ma porte d'entrée.
Près de 6 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes n'ont toujours pas réussi à prendre le contrôle de Kharkiv. La deuxième ville d'Ukraine est constamment pilonnée et les bombardements se sont intensifiés ces derniers jours. Conséquence, de plus en plus de victimes civiles dans cette ville où la population est majoritairement russophone. Vraiment, je dis merci à Poutine pour une telle vie à un âge avancé. J'ai 73 ans et il a bombardé l'appartement. Seigneur, pourquoi cette punition? Pourquoi nous font-ils cela? Les missiles russes ont touché des dizaines de résidents ces derniers jours. Moscou nie avoir visé des civils et prétend avoir bombardé une base de mercenaires ukrainiens. Une journée de deuil est prévue ce vendredi à Kharkiv pour rendre hommage aux victimes. Mélina Huette, que vous avez entendue tout à l'heure, elle s'est rendue avec son équipe à Boutcha, au nord de Kiev, une ville désormais synonyme des atrocités commises par les Russes au tout début de la guerre. Des mois après ce retrait russe, justement, des dizaines de corps quittent enfin les morgues pour être inhumés dans le cimetière de la ville. Vous allez le voir, les recherches, elles, se poursuivent. Toujours reportage. Dans ce camion, les restes de 20 corps non identifiés. Après plus de 5 mois passés dans la morgue de Boutcha, ils charrient avec eux l'odeur de la mort. C'est le 3e enterrement de ce type en moins d'une semaine dans le cimetière de la ville. Le père Andriy se tient seul parmi les morts. Un dernier hommage, sans aucune famille pour pleurer ceux qui sont pour le moment des anonymes. Alors qu'ils sont inhumés, ce prêtre orthodoxe est là pour s'assurer qu'ils ne seront pas oubliés. C'est très important pour nous de les enterrer avec dignité, de ne pas les considérer comme de simples corps, mais comme des humains, avec l'espoir de la résurrection. Identifier ces personnes est un défi. Sur chaque cercueil, un numéro qui relie l'ADN de la victime à une base de données. 50 corps doivent encore être identifiés. Ici à Boutcha et partout en Ukraine en réalité, nous n'étions pas préparés à gérer un tel nombre de gens tués sur une période aussi courte. Près de 6 mois après le massacre de Boutcha, c'est dans des endroits comme celui-ci que le processus de guérison peut commencer. Mais le deuil ne sera jamais tout à fait complet tant qu'un seul de ces corps n'aura pas de tombe à son nom et une famille pour venir la fleurir. Voilà donc pour cette large page consacrée à l'Ukraine. La Corse est toujours sous le choc après la mort de 5 personnes dans les violentes intempéries de ces derniers jours. L'état de catastrophe naturelle devrait y être bientôt décrété. Sur place, la vigilance orange a été levée ce midi. Thomas Cuny avec Julie Vitaline. Ce devaient être de simples vacances pour beaucoup d'amoureux du littoral corse. Elles se sont transformées en cauchemars. Une kayakiste de 60 ans est décédée hier après les violentes intempéries. Son conjoint témoigne ce matin sur l'antenne de France Bleu RCFM. Le vent s'est levé d'un coup. On s'est accroché au bateau. Et puis on est resté 2 heures dans l'eau. Je lui parlais et elle ne me répondait plus. Je suis allé la voir. Elle avait les yeux ouverts. Et puis elle crachait de l'écume. Et moi, j'étais morte. À quelques kilomètres, un autre drame a marqué l'île de Beauté. Une jeune fille de 13 ans est morte ici, écrasée par un arbre. Ce matin, l'ambiance est pesante pour les vacanciers. On y pense aux parents, forcément aux proches, donc si. Ouais. Tout le monde n'a pas passé une super nuit, mais c'est normal dans les circonstances actuelles, on ne peut pas passer une super nuit comme à la maison. Malgré le contexte, beaucoup de touristes ont fait le choix de revenir et de poursuivre leurs vacances, comme ici dans cet autre camping. Cette famille originaire de Mayenne regagne son emplacement après avoir été évacuée hier soir. On a dormi dans le village tous ensemble en communauté avec nos matelas pneumatiques, mais on a très bien dormi à l'abri, donc ça a été franchement très bien. Ils ont pris soin de nous, ouais. On avait le petit café ce matin, c'est vraiment très gentil. Voilà, on les remercie bien. Au total, ici, une 60aine de campeurs ont quitté pour la nuit leur lieu de villégiature. Ils sont de retour ce matin. On a laissé ça dehors et maintenant c'est sale. Comme cette famille autrichienne, encore marquée par la violence des intempéries. On vient en vacances en Corse depuis 20 ans.
Et ce genre de tempête, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu des orages, des éclairs, mais jamais comme ça. La vigilance orange pour les orages en Corse a été levée ce matin par Météo France. De l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie l'assure, les incendies meurtriers qui la ravagent depuis mercredi sont désormais sous contrôle. Le bilan est lourd, au moins 38 morts, dont 11 enfants. Parmi les victimes, des familles entières, parfois prises au piège des flammes. Les autorités algériennes ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur l'origine de ces feux. Le torchon brûle chaque jour un peu plus entre Paris et Bamako. On en parle souvent sur l'antenne de France 24. Cette semaine, le Mali a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les militaires au pouvoir accusent les soldats français d'avoir fourni armes et renseignements aux terroristes présents dans le Sahel. Des accusations très graves, ce que la France dément. Bonjour Cyril Payen. Bonjour. Vous êtes grand reporter ici à France 24. Vous êtes revenu ce matin justement du Mali où vous avez suivi le départ de la force Barkhane. C'est la fin d'une opération qui aura duré 9 ans en tout. Les accusations, je le disais, sont très très graves. C'est le dernier épisode en date d'une brouille dont on ne voit plus le bout du tunnel finalement. Eh bien effectivement, et puis qui a un peu consterné, il faut le dire, l'état-major français avec qui on était, puisque sous pression de la junte malienne, quels que soient les éléments de langage qui sont utilisés par l'Élysée à Paris ou l'état-major, réarticulation, désengagement du Mali, il faut dire que c'est surtout cette brouille profonde et l'irritation de deux côtés entre Bamako et Paris qui a un peu accéléré le mouvement de désengagement, de départ du Mali. C'est une opération logistique qui s'est faite en 6 mois. Il faut imaginer que Gao était une ville avec plusieurs milliers d'hommes et femmes et qui a été vidée en 6 mois. Donc au-delà du défi logistique, on pensait qu'on avait acquiescé aux demandes de Bamako qui ne voulait plus voir les Français sur le sol. Et c'est vrai que le lendemain de l'annonce de ce désengagement, c'est une opération qui a été tenue très secrète pour des raisons de sécurité. C'est un théâtre d'opération. Le nord du Mali est totalement infesté de djihadistes, soit affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique, qui progressent. Eh bien, il y a eu cette nouvelle volée de bois vert avec cette demande de saisie du Conseil de sécurité. Et le timing, bien sûr, interroge. Et accusant les Français, ce qui me paraît un peu paradoxal, d'aider les terroristes et pour finir aussi insultant, je cite l'état-major français, les militaires sur place disant eu égard aux 59 soldats français qui ont perdu la vie pendant ces 9 ans d'opération, c'est tout à fait insultant. Alors maintenant, la France va suivre évidemment les recommandations de l'ONU, mais on peut penser que cette enquête n'ira pas très loin. La base de Gao que vous avez quittée, c'était lundi en compagnie des derniers soldats français. Elle est aujourd'hui aux mains des Maliens et de leurs alliés du groupe Wagner. Avant de vous redonner la parole, Cyril, écoutez le capitaine Yann, c'est vous qui avez tourné ce sonore. C'est lui qui a fermé la base. Il nous parle justement de la présence des paramilitaires russes au Mali. Et vous êtes arrivé de croiser des éléments du groupe Wagner ? Oui, on en a croisé dans des villes d'Assongo, qui est une ville qui se situe entre Gao et la frontière malienne, lors des patrouilles. Finalement, l'impression qu'ils donnent, elle est assez différente de celle que les médias renvoient. Alors, notamment pour ceux qu'on a croisés, je n'ai pas forcément la connaissance de tous les éléments de Wagner, mais on a affaire à des mercenaires qui sont plutôt des soldats de mauvaise qualité, mal équipés, qui ont besoin qui rechargent de l'eau, la nourriture auprès des Maliens. Ils donnent plutôt une très mauvaise image et plutôt pas de personnes fiables. Voilà, donc on verra qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux forces armées maliennes. Mais je pense que de ce côté-là, la différence entre Barkhane et Wagner est indiscutable en termes opérationnels. Cyril, il faut dire pour les Français, la présence du groupe Wagner au Mali, c'était une ligne rouge. Oui, qui avait été imposée par le président français. Alors on sait que le groupe Wagner, alors que tout était nié par évidemment Bamako, grignotait du terrain. La dernière base avant Gao qui avait été désengagée, Ménaka, on savait que des membres de Wagner avaient aussitôt pris position sur le tarmac de l'aéroport. Non, ce qui est assez nouveau, c'est que le capitaine Yann, qui est un parachutiste, c'est l'homme dont le convoi a fermé la base, le dernier convoi sécuritaire, c'est le fait de parler ouvertement de cette ligne rouge. Oui, dit-il, ça fait plusieurs mois qu'on croise des membres des mercenaires Wagner. Après, c'est évidemment bien compréhensible, il ne fait pas d'éloge, on peut entendre de ce groupe en disant oui, c'est eux qui nous remplacent à la manœuvre, puisque les Maliens veulent être aidés désormais par des supplétifs russes, mais ils disent oui, ils ne sont pas du tout à la hauteur, ce n'est pas une armée conventionnelle, donc en gros, il leur disait bonne chance, et c'est de bonne guerre de renvoyer ça évidemment à l'état-major malien. Mais effectivement, c'est la première fois que les soldats français admettent qu'ils croisaient des soldats de Wagner
Wagner. Donc là aussi, il était sans doute temps de quitter le Mali à cet égard également. Et Cyril, on peut légitimement se poser la question suivante. Quel avenir pour la lutte anti-djihadiste au Sahel? On rappelle que les militaires français sont désormais stationnés au Niger voisin. Alors, il va y avoir certainement, effectivement, une déclaration, une annonce début septembre, faite à la fois par l'Élysée et puis par l'état-major français sur cette réarticulation. Barkhane va sans doute, cette opération donc, qui dure depuis 8 ans d'engagement au Sahel, cette lutte anti-djihadiste multiforme, va sans doute s'arrêter pour être renommée ou pas nommée d'ailleurs, mais tout maintenant part de cette base militaire de Niamey, le Niger, qui est le dernier allié. Je rappelle qu'il y a beaucoup de flottements démocratiques dans les alliés sahéliens de la France. Je pense au Mali, bien évidemment, mais aussi au Burkina Faso. Donc tout cela bat un peu de l'aile. Alors l'état-major dit on continue. Il y a des centaines d'hommes et de femmes qui sont à pied d'œuvre au Niger pour une opération protéiforme qui va un peu plus ressembler à un parrainage, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble avec les Nigériens, mais on peut quand même se poser des questions sur l'avenir d'une lutte djihadiste sur le Sahel, 5 millions de kilomètres carrés avec quelques milliers d'hommes et surtout avec le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, où il y a une foison de groupes terroristes, de groupes armés, où on ne peut plus désormais, depuis cette semaine, opérer. Et rapidement, il faut le dire, le bilan de ces 9 ans, c'est un bilan mitigé pour les forces françaises. Effectivement, et il y avait certainement, et c'était appelé un des vœux de beaucoup de voix dans l'armée française depuis quelques années maintenant. On avait fait le tour du cadran, il fallait repenser. Alors, la parole politique est intervenue. Certains disent en off que c'était un petit peu trop tard et maintenant on fait les frais de ce désengagement un peu forcé et contraint, mais on est dans une période d'adaptation et c'est vrai que les alliés, il y a les Américains, la communauté internationale essaient de renforcer auprès de la France, de se concentrer sur le Niger pour continuer de travailler sur la question du terrorisme qui, je le rappelle, avance énormément. Bamako maintenant est presque menacé par des groupes armés, exactement comme c'était le cas il y a 9 ans avant l'intervention de la France. En 2013. Merci beaucoup Cyril pour tous ces éléments. Ce vendredi 19 août n'est pas un jour comme les autres pour le Canada. À partir d'aujourd'hui, le pays suspend l'importation des armes de poing. C'est une mesure absolument inédite destinée à enrayer la violence par arme à feu, particulièrement forte, vous le savez, aux États-Unis, le grand exportateur de la région. Amine Babaïssa. Voilà nos types de munitions. Comme tous les marchands d'armes de la Nouvelle-Écosse, province numéro 1 de l'augmentation des ventes ces dernières années, Alex Finnegan craint pour la survie du secteur. En cause, un nouveau gel sur l'importation des armes de poing au Canada, la mesure de trop pour ce passionné de chasse. C'est une attaque de plus, une mort à petit feu. Tôt ou tard, la bête rend l'âme. Les gens ont peur d'acheter de nouvelles armes parce qu'ils ne savent pas si la loi changera encore demain. La restriction est temporaire, mais le Premier ministre canadien entend faire voter dès la rentrée un gel national sur l'achat, l'importation et la vente de ces armes. Rien ne ramènera Alfred Wong, emporté par les balles perdues d'une fusillade à Vancouver à 15 ans. En tant que gouvernement, en tant que société, nous nous devons d'agir pour empêcher de nouvelles tragédies. La loi C-21 bénéficie d'un large soutien des Canadiens, mais elle risque de manquer sa cible. Selon la police de Toronto, 8 armes de crime sur 10 sont issues du marché noir. On peut démonter les panneaux d'une voiture, d'un véhicule quelconque et insérer des paquets. Évidemment, on peut traverser de la drogue, mais on traverse également des armes dans ce type par ce type de méthode-là. Un trafic quotidien qui prend sa source aux États-Unis voisins. Le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est renforcer le contrôle aux frontières pour ralentir ou en tout cas même peut-être idéalement arrêter l'introduction d'armes à feu qui se retrouvent dans les rues des grandes villes canadiennes. Pour lutter contre la violence armée et le trafic d'armes aux frontières, le ministère de la Sécurité publique a débloqué 250 millions de dollars supplémentaires jusqu'en 2026. 3 décennies qu'on n'avait pas vu une telle grogne sociale au Royaume-Uni. Après les cheminots hier, ce sont les conducteurs de bus et de métro à Londres qui débraient aujourd'hui. Les dockers et les postiers cesseront eux aussi le travail dans les prochains jours. Grève pour demander de meilleurs salaires alors que l'inflation à 10% au mois de juillet dévore chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat des Britanniques. Correspondance Bénédicte Pavio.
Il faudra être très patient et ce n'est pas la première fois, ce n'est sans doute pas la dernière. Vous l'avez dit, de très fortes perturbations dans le métro londonien et vraiment le réseau fonctionne quasiment pas. Il n'y a que 3 lignes de métro qui fonctionnent un peu ce matin dans la capitale britannique. Des bus aussi, des grèves dans les bus et pourtant d'énormes queues justement parce que le métro ne fonctionne pas. Oui, vous l'avez dit, une grogne sociale importante qui continue. Nous avons eu les cheminots encore hier, une grève de 24 heures, une autre encore à travers le pays avec moins de 20% par exemple des trains encore demain. Donc les grèves qui continuent. En tout cas, c'est un mouvement qui n'a pas été vu depuis, vous l'avez dit, plusieurs décennies. Une grogne sociale qui semble de plus en plus importante. Nous allons avoir une grève notamment par exemple dans le courrier postal, peut-être aussi parmi les professeurs, les maîtres d'école aussi. Alors vraiment de très fortes perturbations et tout cela parce que ces travailleurs sont très mécontents. Ils se plaignent du fait que l'inflation qui était à 9,2% depuis hier, on le sait, était en juillet à 10,1%, qui touche notamment les prix de l'alimentation, aussi de l'énergie, avec, eh bien, même si on a un emploi, on n'arrive pas à payer ses factures. En tout cas, vraiment d'énormes problèmes et certainement un mouvement de grève qui semble non seulement avec de fortes perturbations aujourd'hui, mais qui va continuer. L'été a été chaud, l'automne, semble-t-il, le sera aussi. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans moins de 5 minutes sur l'antenne de France 24. Restez avec nous.